Salut tout le monde, c'est Chris. C'est l'un des effondrements de bâtiments les plus mortels, les plus tragiques qui se soient passés avant les tours jumelles. Et on va parler aujourd'hui du Duty Free Store de Sampoong qui se situe à Séoul, qui a fait plus de 502 morts et plus de 937 victimes. Du coup, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Alors j'aime bien faire des petits disclaimers avant de commencer chaque vidéo. Je vais encore me maquiller dans cette vidéo, je tiens à le préciser parce que dans l'ancienne vidéo que j'ai fait, bon, certaines personnes ont compris ce que je voulais dire par là, mais je préfère le répéter. Si je me maquille, c'est parce que j'aime ça, c'est parce que j'aime le côté créatif, c'est que j'aime aussi, ça me détend tout simplement, et j'ai cette impression que ça fait un peu comme si on parlait entre potes, tout simplement, et aussi parce que j'aime bien allier les deux. Du coup, si vous êtes des fans de make-up et de true crime, c'est parfait, on se rejoint dans deux univers. Et si vous êtes une personne qui aime tout simplement que le true crime, c'est une vidéo aussi que vous pouvez écouter en podcast. Du coup voilà, je ne tiens en aucun cas à manquer de respect aux victimes, dans ces tragiques accidents ou dans ces tragiques événements. Loin de là, je ne veux en aucun cas manquer de respect ou tout simplement souiller leur mémoire. Non, loin de là. Je veux tout simplement juste vous proposer du contenu dans le contenu make-up comme dans le contenu true crime, événements surnaturels, tout ça. Du coup voilà, j'espère que ça aura été clair, et si vous n'avez toujours pas compris, bah, je continue à répéter à chaque fois que je ferai une vidéo de ce genre là. Du coup voilà. On peut commencer la vidéo. Qu'est-ce que le Sampoong Duty Free Store? C'est un grand magasin très luxueux qui a ouvert en 1989 dans la zone de Gangnam, et du coup c'est un magasin vraiment très luxe qui fait plus de 18 000 mètres carrés, qui a été inauguré le 1er décembre 1989 et qui comptait vraiment de nombreuses boutiques de luxe, notamment Chanel, Dior, mais aussi des marques plus communes à la Corée. C'était vraiment l'un des plus grands magasins, et son chiffre d'affaires a atteint plus de 63 millions d'euros en à peine 3 ans d'ouverture, ce qui est tout à fait énorme à l'époque. Alors ça devait être à la base un grand complexe hôtelier, un grand complexe d'appartements très luxe, mais les compagnies de construction et le détenteur du terrain se sont tout simplement arrangés d'une façon assez illégale d'ailleurs, pour que ça soit tout simplement un grand magasin qui comporte notamment 4 sous-sols ainsi que 4 étages, notamment, même s'il y a eu un 5e étage de construit un peu plus tard. Et c'était vraiment très luxe. Pour vous dire, à l'époque, c'était vraiment quelque chose c'était vraiment le must du must. C'est-à-dire que tous les gens les plus fortunés allaient là-bas, la crème de la crème se rendait dans ce magasin pour faire leurs emplettes, que ce soit luxe ou même vêtements, tout ça, c'était vraiment là où il fallait aller. C'était vraiment le magasin en vogue du moment, tout simplement. Et à peine 5 ans après son ouverture, il y a eu un tragique accident. L'aile gauche du magasin s'est tout simplement effondrée en moins de 10 secondes, et on va voir ensemble aujourd'hui du coup ce qu'il s'est passé et quelles ont été les erreurs humaines et fatales cette journée-là. Pour vous dire à quel point c'était un super grand magasin, il employait plus de 1000 personnes dans les années 90 et il accueillait plus de 40 000 personnes par jour, ainsi que son chiffre d'affaires était évalué à environ 500 000 $ par jour, ce qui est tout à fait énorme. À l'époque, c'est colossal, surtout pour un pays en plein développement comme la Corée du Sud. Juste pour vous dire, représentez-vous 500 000 $, c'est vraiment énorme. Il faut savoir que quelques jours avant son éboulement, son effondrement, le bâtiment avait vu une inspection de sécurité, une inspection vraiment de tout ce qu'il y a de plus normal, et ça avait été passé haut la main, c'est-à-dire que toutes les inspections avaient été validées, le magasin ne présentait aucun problème, alors que vous allez voir plus tard dans la vidéo, il y avait énormément de problèmes, notamment le toit qui s'affaissait de jour en jour. Vraiment, je vous dis, 3 jours avant, c'est effarant à quelle vitesse en fait le magasin s'est tout simplement effondré. Et pour cela, on va revenir vraiment 50 ans en arrière, à l'époque où la Corée était encore en pleine expansion, en plein développement, et on va retrouver du coup notre cher et grand président Lee-jun. Enfin, quand je dis président, c'est le président d'une société, bien évidemment. Et du coup, cet homme en fait faisait partie, de ce que j'ai lu, apparemment il faisait partie de la CIA. Alors j'ai pas trop compris, apparemment il était soit fondateur, enfin il était co
cofondateur avec des gens. Enfin, je pense que vous connaissez tous la CIA, qui est vraiment une organisation américaine de renseignement sur les autres pays, tout ça. Enfin, j'ai pas trop compris le délire avec la CIA quand j'ai fait mes recherches, mais tout ce que j'ai compris, tout simplement, c'était juste un homme, voilà, qui en faisait apparemment partie, mais il détenait également des parts. Enfin, il avait également sa société qui s'appelait Samsung Construction. Et cet homme, monsieur Lee Jun, a fait fortune dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, vers Socho-dong, il y avait des troupes américaines qui résidaient ici, car il faut savoir que les troupes américaines étaient très souvent en Corée, notamment à cause de la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et du coup, tout le monde était... Enfin, il y avait beaucoup d'Américains sur le sol coréen. Et monsieur Lee Jun, le président Lee Jun, a tout simplement racheté ce terrain. Il en a racheté vraiment pour la modique somme, un pion. Pion, c'est un peu comme nos mètres carrés, si vous voulez, c'est-à-dire qu'un pion est égal à environ 3,3 mètres carrés. Il a acheté pour plus de 50 000 pions, c'est-à-dire il a acheté pour énormément de mètres carrés. Il en a acheté en tout pour 188 000 mètres carrés de terrain. Et ce qui est tout autant plus étonnant, c'est que en fait à l'époque, un pion, ça ne valait rien du tout. C'était tellement peu cher, c'est-à-dire qu'un pion, c'était l'équivalent de 200 à 300 000 won, ce qui équivaut à environ 188, 222 euros par 3,3 mètres carrés, ce qui est vraiment très peu. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire au début des années 90, un pion, c'est-à-dire après l'expansion de Gangnam, après cette grande expansion de la zone assez riche de Corée, c'est-à-dire qu'il a fait fortune très facilement, c'est-à-dire qu'après avoir vu le développement de la zone de Gangnam, du quartier Gangnam qui s'est développé à une vitesse folle, un pion dans le début des années 74 qui valait simplement 144 voire 222 euros, maintenant valait plus de 18 500 euros le pion, c'est-à-dire 3,3 mètres carrés, ce qui est tout à fait énorme. Et on a évalué la richesse personnelle de monsieur Lee Jun à environ 185 voire 222 millions d'euros, ce qui est tout à fait énorme pour l'époque. Vraiment, le mec était pété de thunes, tout simplement. Mais comme on le sait tous, un homme qui a beaucoup d'argent, c'est un homme qui en veut encore plus, surtout quand on sait que tu pouvais vraiment construire ce que tu voulais à l'époque. Vraiment, tu pouvais participer au développement de la ville assez facilement. Il a décidé qu'il voulait créer en fait un grand complexe de magasins de luxe, même si de base les entrepreneurs et les maires de la ville de Séoul voulaient tout simplement construire des complexes hôteliers, des complexes d'appartements. Eux, ils ont réussi à magouiller, à un peu donner comme des pots de vin. Alors on ne sait pas encore à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas en fait comment il a réussi à magouiller pour tout simplement réussir à construire ce grand magasin. On sait qu'il a fait des grands changements, tout le temps il y avait des changements sur les plans qui ont ensuite amené à faire un grand magasin tout simplement, mais ça reste encore un peu flou à l'heure actuelle de comment il a réussi en fait à passer de complexe appartement à grand magasin de luxe, un grand duty free store. C'est assez choquant et aberrant de voir à l'époque, si tu avais tout simplement de l'argent, enfin même à l'heure actuelle, si tu avais beaucoup d'argent, tu pouvais tout simplement donner des pots de vin, payer les gens et y fermer leur gueule tout simplement. Enfin c'est assez choquant je trouve. Et comme on le sait tous, les grands Manitou, ceux qui ont plein d'argent, ils en veulent toujours plus, c'est-à-dire que quand il a construit ce grand magasin, il a vraiment fait une réduction au niveau des matières premières qu'il utilisait. Il a également, par souci d'esthétique, il a demandé à ce que les gros pylônes, les gros de soutien de chaque étage soit réduit, c'est-à-dire la circonférence soit réduite. Au lieu que ce soit des colonnes de 80 cm de diamètre, il les a fait réduire à 60 cm de diamètre, et à l'intérieur vous savez comme des grandes barres de fer, comme des barres de soutien. Il devait normalement y en avoir 16 à l'intérieur, elles ont été réduites à 6, ce qui a grandement en fait fragilisé le soutien et le maintien de chaque étage. Ça a vraiment tout divisé par deux en fait. Il faut également savoir qu'un 5e étage a été construit. Alors de base ça devait être un spot pour faire du patinage, enfin c'était une patinoire à roulettes, enfin un patin si vous voulez, patin à roulettes. Et au lieu de respecter ces règles là, ils ont tout simplement construit un complexe de restaurants, c'est-à-dire au 5e étage il y avait plus de je sais pas combien de restaurants, mais à eux seuls, au lieu de peser quelques centaines de kilos, le complexe de restaurants pesait plusieurs centaines de tonnes. Le 5e étage avait une superficie de 6715 mètres carrés, il pesait plus de 2600 tonnes, ce qui est tout à fait
énorme. Donc tout cet aménagement avec les restaurants, ça a été fait, il faut le savoir, illégalement, et chaque mètre carré comportait plus de 340 kilos de matériaux sur chaque mètre carré, ce qui est tout à fait énorme, sachant que le poids, je vous rappelle, avait été réduit de 50% avec les constructions à cause de la réduction des cônes de soutien et des barres de fer qui devaient y avoir à l'intérieur, c'est-à-dire que rien n'était adapté à la superficie et au poids qui avait été après aménagé. Il faut le savoir également, pour générer plus d'argent et pour des mesures esthétiques, tous les murs à l'intérieur, énormément de murs avaient été détruits pour laisser un plus grand espace, pour apporter plus de lumière au magasin sur plusieurs étages, et du coup pour vraiment agrandir, faire venir plus de marques, plus de boutiques, plus de stands de vêtements, tout ça, ce qui a valu encore une fois que les soutiens de chaque étage, il y en avait de moins en moins, c'est-à-dire chaque poutre, si vous voulez, de soutien, il y en avait de moins en moins, ce qui a valu à ce que le sol commence à vraiment s'affaisser de plus en plus petit à petit, et c'était vraiment pour des mesures tout simplement esthétiques et d'argent. Encore une fois, enfin les gens étaient d'une vanité vraiment, les gens le sont encore à l'heure actuelle, mais ce qui a vraiment eu un facteur déterminant, c'est les bouches d'aération, enfin les systèmes de climatisation sur le toit. C'est-à-dire que de base ils étaient à gauche, ils se situaient sur la gauche du toit, mais juste à côté en fait il y avait des appartements et les gens se sont tout simplement plaints du bruit. Il y avait vraiment énormément de systèmes de ventilation. Tout le système de ventilation, au lieu d'être à gauche, ils ont été déplacés sur la droite, sur l'avant du magasin, mais ils n'ont pas été déplacés encore une fois à cause de moyens qui n'ont pas été mis en œuvre. C'est-à-dire que de base ils devaient utiliser une grue, sauf que ça coûtait beaucoup trop cher pour faire d'après Ijun, ça valait beaucoup trop cher. Du coup ils ont tout simplement mis tous les systèmes de ventilation sur des roulettes et ils les ont déplacés sur tout le toit jusqu'à arriver à destination, ce qui a en fait endommagé le sol. Ça a vraiment, comme si vous voulez rayer le sol et endommager vraiment à chaque endroit le sol, ce qui a valu en fait à ce que le sol commence encore plus s'affaisser et encore plus se détériorer plus rapidement. Et c'est-à-dire qu'avec les vibrations, enfin les tremblements des systèmes de climatisation, le sol vibrait de partout parce qu'il y avait des micro-fissures de partout, et c'est ça vraiment qui a engendré l'effondrement du bâtiment. Et à eux seuls, le système de climatisation pesait plus de 137 tonnes, c'est-à-dire qu'ils ont déplacé plus de 137 tonnes sur tout le toit du magasin. La veille de l'effondrement, il y a eu un gardien de sécurité qui patrouillait la nuit et qui s'est rendu au 5e étage, et il a en fait vu que le sol commençait à s'affaisser, c'est-à-dire qu'il y avait un gros trou de plus d'1 mètre de large et 20 cm de profondeur. Il a tout de suite été inquiété par du coup cette découverte, et le lendemain il a appelé le président, le patron du magasin, pour qu'il vienne checker, et par encore une fois preuve de vanité, d'argent et de soucis de dépenses, ils ont tout simplement dit qu'ils allaient régler ça la nuit, c'est-à-dire qu'ils voulaient laisser le magasin tourner toute la journée, qu'il y ait des clients qui rentrent, qui sortent, qui fassent leurs emplettes, et ils ne voulaient pas en fait affoler les foules et donner une mauvaise image du magasin en disant oui il y a des problèmes de construction, s'il vous plaît sortez. Non, ils se sont tout simplement dit on fera ça à la nuit tombée, laissons les gens faire ce qu'ils voulaient, mais il faut savoir que 3 heures avant l'effondrement, le magasin commençait déjà à vraiment avoir une sale gueule, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il commençait vraiment à s'affaisser. Les escalators, quant à eux, commençaient déjà à un peu pivoter, ils ne marchaient plus du tout. Il y avait même toutes les installations, c'est-à-dire les meubles, où il y avait par exemple, là où il y avait en fait les ustensiles de cuisine, les meubles, la vaisselle, tout ça commençait tout ça en fait à tomber, à pencher, à se détacher des murs, et c'était vraiment de plus en plus inquiétant, et vraiment les gens commençaient à dire mais il faut sortir de ce magasin, les gens supérieurs. Et quand le président est arrivé, il a tout simplement dit non, on fera ça durant la nuit tombée, ça va aller, ne vous inquiétez pas. C'est le 29 juin 95 à 17h52 que le tragique accident arrive et l'aile gauche du magasin Samsung s'effondre en moins de 10 secondes, ensevelissant plus de 1000 personnes sous les décombres. C'est tout à fait atroce. Il y a des gens dehors qui voient la scène, c'est en pleine journée, en pleine fin d'après-midi. Les gens sont choqués, et il faut savoir que plus de 4000 policiers, soldats ainsi que pompiers vont être amenés sur la scène du crash, sur la scène de l'accident, mais ils ne vont pas pouvoir en fait agir très rapidement parce qu'en fait ils vont essayer de rentrer par l'aile droite du magasin qui elle n'était pas tombée, mais ils avaient peur en fait en rentrant dedans que ça s'effondre également. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé, du coup ils n'ont même pas pu utiliser de machines assez lourdes pour dégager le chemin devant eux. Ils ont dû tout faire à la main, ce qui leur a pris énormément de
temps. Rendez-vous compte quand même, 10 secondes, tout était effondré, c'est-à-dire les 5 étages plus les 4 étages au sous-sol, enfin les 4 sous-sols étaient ensevelis. Je vous laisse compter dans votre tête 10 secondes, c'est extrêmement rapide, vous n'avez même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Le bilan tombe et il s'élève à plus de 502 morts et 937 blessés, et à l'époque c'était la première fois qu'il se passait quelque chose de la sorte en Corée et même dans le monde. Du coup les secouristes étaient tellement dépourvus, ils ne savaient vraiment pas quoi faire, que même à chaque fois que des victimes, des blessés ou même comment dire, des corps étaient sortis, ils ne savaient pas où les amener, quoi en faire, ils les amenaient à un tel hôpital, à un autre hôpital, et du coup ils étaient totalement perdus, ils ne savaient vraiment pas où aller, et ça a vraiment pris du temps. Ils ont essayé de faire le maximum, tout ce qui était en leur pouvoir pour vraiment aller aussi rapidement que possible, et on a retrouvé une victime quelques jours après l'effondrement qui a été amenée très rapidement à l'hôpital. Et là, dès qu'ils ont retrouvé une victime, enfin une personne vivante, ils se sont dit directement on est obligé de faire venir des machines, on est obligé de ramener des tractopelles, tout ce que vous voulez, vraiment des marteaux-piqueurs, tout ce que vous voulez. Ils ont essayé de tout ramener, c'était fini de tout déblayer avec les mains. Non, il fallait aller beaucoup plus rapidement parce que s'il y avait des gens qui étaient ensevelis encore, leurs jours étaient comptés, enfin leurs heures, leurs minutes, leurs secondes étaient comptées, ils devaient faire très vite. Et pour vous dire, c'est seulement 5 jours après l'effondrement qu'ils décident vraiment d'utiliser des machines, assez lourdes, des machines qui vont vraiment aller plus vite, parce qu'ils avaient tout à fait peur. Ils avaient tout simplement peur que l'autre côté s'effondre et qu'ils blessent, ou qu'il y ait des gens sous les décombres qui les blessent, tout ça. Mais 5 jours après, je vous laisse imaginer le calvaire pour les victimes qui étaient ensevelies, qui étaient bloquées en dessous des décombres. Parmi les survivants notables qui ont passé le plus de temps ensevelis, il y a en tout 4 personnes âgées de 19 ans à 23 ans qui sont Shin Jong-ha, une femme de 23 ans qui a été secourue 5 heures après l'éboulement. On a également Choi Myung-sok, un homme âgé de 20 ans secouru après 11 jours. On a également Yoo Ji-hwan, une femme de 18 ans secourue 13 jours, soit 285 heures après l'effondrement. Et on a également Park Sung-hyun, une femme de 19 ans, elle secourue après 17 jours, soit 377 heures ensevelie. Et on sait également que certaines personnes se sont abreuvées grâce à l'eau de la pluie qui tombait ces jours où ils étaient ensevelis tout simplement. Et enfin, j'arrive déjà pas moi personnellement à tenir ne serait-ce que un jour sans manger, donc du coup je me demande comment ces personnes elles ont fait pour résister et rester vraiment en vie. Mais je pense que dans ces cas-là, quand on est enseveli, on est vraiment, enfin quand on est proche de la mort, j'ai envie de dire, on essaie vraiment de tout faire pour rester en vie, et c'est vraiment tragique parce que certaines personnes n'ont peut-être pas eu cette chance. Il y avait tellement de choses à faire sur le terrain que les secouristes ont pris tellement de temps parce qu'ils étaient perdus face à la situation. Ça a été vraiment, mais alors vraiment je pense les pires moments de leur vie. Cette histoire a fait tellement de bruit en Corée qu'après on a découvert en fait que tous les fonctionnaires qui venaient faire l'état des lieux, en fait ils se faisaient verser des pots de vin. Ils se sont également rendus compte que les plans n'étaient pas respectés, qu'ils n'étaient pas suivis à la règle, et que les gens, en fait, enfin le président et les constructeurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et ça fait tellement de bruit que le président Lee-jun ainsi que son fils, qui lui était coprésident, ils ont été incarcérés, enfin ils ont été mis en prison. Le président Lee-jun, lui, a été mis en prison pour 7 ans et demi, et son fils, quant à lui, 7 ans. Et je trouve que c'est tellement peu quand tu sais tout ce qui s'est passé derrière, quand tu sais que plein de gens ont perdu la vie, des familles ont perdu leurs sœurs, leurs frères, leurs familles, tout ça, et que ces gens-là ne les reverront plus jamais, et qu'il y a eu énormément de blessés. C'est vraiment très triste, et prendre seulement 7 ans. Alors bon, il y en a un qui est vieux, mais le fils, concrètement, il aurait dû prendre plus, mais bon, le président également, selon moi. Du coup, en fait, ces pots de vin étaient versés tout simplement pour que le président et les constructeurs fassent un peu ce qu'ils voulaient illégalement, c'est-à-dire que s'ils voulaient installer une patinoire, ils allaient installer une patinoire. S'ils voulaient installer des restaurants à tel ou tel étage ou réduire la taille des colonnes par-ci, par-là, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et vraiment, vu que l'homme était tellement riche, vraiment, ça ne posait aucun problème pour lui. C'était comme donner vraiment 5 euros, tu vois. Et du coup, ce qui a engendré en fait ces catastrophes, c'est vraiment l'erreur humaine. Il n'y a vraiment pas d'autre mot à dire. C'est vraiment pas une erreur de construction. Non, c'est vraiment l'erreur humaine et l'égoïsme de l'être humain et ce côté avide d'argent de l'être humain qui, moi, me choque. Il faut savoir en fait encore qu'à l'heure actuelle, en Corée, les bâtiments se construisent super rapidement. Quand moi j'étais en Corée, par exemple, il y a un bâtiment, par exemple, juste à côté de chez moi, il pouvait être détruit en même pas 2 jours. Et
1 ou 2 semaines après, il était construit déjà à neuf. Mais ça a engendré plein de problèmes parce que des fois, on se demande est-ce que le bâtiment va tenir, est-ce que c'est bien construit, est-ce que si, est-ce que ça. Il y a plein d'histoires comme ça en Corée où les bâtiments en fait ont beaucoup de mal à tenir et qui doivent être rénovés très souvent. Du coup, le bâtiment, quant à lui, le bâtiment entier a été détruit vers les années 2000 et vers 2004, il me semble, tout a commencé il y a de nouvelles constructions qui a commencé à apparaître et sur l'emplacement de l'ancien magasin, ils ont tout simplement construit un complexe d'appartements luxueux où il y a, il me semble, 3 tours et un mémorial a également été créé, mais le mémorial lui a été bougé un peu plus loin. Alors ça, j'ai pas compris. Ils ont fait un mémorial qu'ils ont tout simplement, qui n'ont pas tout simplement mis au pied des tours où là où le drame s'est passé. Je me rappelle que ça avait fait beaucoup de bruit. Les familles des victimes n'étaient totalement pas d'accord avec cette décision. C'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur la Corée et notamment sur les catastrophes qu'il y a pu y avoir et les drames vraiment qu'il y a pu y avoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et savoir sur quel sujet vous aimeriez que je traite plus tard, que ce soit... j'avais vu notamment une histoire de secte, de culte en Corée où en fait ils avaient été tous retrouvés dans le grenier pendu ou je sais pas trop quoi. Faut que je me renseigne un peu plus, c'est pour ça que je ne connais pas encore très bien cette histoire. Mais il y a également encore plein d'autres histoires très intéressantes qui je pense méritent d'être abordées, méritent d'être comment dire, racontées pour déjà rendre hommage aux victimes et également pour vous mettre au courant parce que c'est souvent des histoires qu'on connaît pas. Du coup voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un peu plus de vidéos dans ce genre là et sinon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification et comment dire, un petit pouce bleu, un petit commentaire et écoutez, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.